Nous avons ce soir avec nous 4 invités qui vous exposeront chacun leur expérience dans le domaine des sciences participatives. Je vais maintenant leur laisser la parole. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans le questions-réponses et nous les transmettrons aux panélistes à la fin des 4 exposés. Nous commencerons par Romain Julliard. Romain Julliard, vous êtes professeur d'écologie au Muséum national d'histoire naturelle de Paris et vous faites partie des pionniers des sciences participatives dans le domaine de la biodiversité. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être ce soir parmi vous. Alors, je vais partager mon écran et comme ça, normalement, vous avez accès à mon... Hop, voilà. À ma présentation qui va étayer un petit peu mon propos. Alors, ce soir, j'avais envie de vous rentrer directement dans de l'expérience pour démontrer un petit peu ce que j'appelle les sciences participatives 2.0 qui ne sont justement pas du big data, et je vais vous montrer ce que c'est que la donnée de qualité qu'on essaye de collecter, ni de l'intelligence artificielle. C'est vraiment mobiliser l'intelligence collective autour de cette production de données pour des projets d'amélioration des connaissances. Alors l'exemple par lequel je voulais commencer, c'est un projet qui s'appelle Mission Hérisson. Mission Hérisson, il vous suffit de vous procurer un tunnel à empreinte et de l'installer dans votre jardin ou dans la campagne environnante le soir et de revenir le lendemain matin. Alors, il vous suffit un tunnel à empreinte, c'est pas si simple, on peut l'acheter ou le fabriquer soi-même, il y a un guide, et il faut également préparer une solution d'encre à base d'huile et de poudre de charbon, étaler ça soigneusement, appâter le tunnel avec des croquettes pour chat, et poser ce tunnel, ici un exemple de tunnel fait maison, dans son jardin par exemple le soir, et revenir le lendemain matin et découvrir ce qui s'est passé pendant la nuit. Et les animaux attirés par les croquettes vont s'imprégner les pattes et laisser de magnifiques empreintes, une véritable œuvre d'art à l'encre de Chine, qui vont raconter un petit peu ce qui s'est passé cette nuit. Avec le guide d'identification, vous allez pouvoir repérer parmi la dizaine d'espèces ou groupes d'espèces qui viennent là, des petites souris, des belettes parfois, du hérisson, c'est la cible, un chat ou un écureuil, et partager ces données avec les autres participants qui vont vérifier vos identifications, et dans la journée, vous allez pouvoir vérifier ça. Et vous-même, en tant que participant, vous êtes invité à valider les identifications des uns des autres. Ce programme a été lancé en juillet cette année, et il y a déjà plusieurs milliers d'inscrits, 600 participants qui ont posé au moins une fois le tunnel et saisi des données, et collecté plus de 3600 empreintes. Le participant le plus actif ne peut matériellement que collecter quelques 10 ou 15 empreintes. C'est vraiment quelque chose qui est très partagé en termes de contribution, contrairement à d'autres projets de sciences participatives où on a des super participants. Ici, tous les participants contribuent. Et on a un bel exemple d'un programme qui mobilise beaucoup. Malgré la complexité de la participation. Et c'est peut-être un des enseignements de nos expériences au muséum, que la qualité et le challenge derrière les données qui sont produites et la qualité des données ne sont pas forcément dissuasives, et que le petit adage qu'on pourrait croire dans les sciences participatives, qu'il faut que ça soit simple et drôle pour que les gens participent, n'est pas forcément toujours vérifié. Mon hypothèse, c'est que tout ça est assez proche en fait de ce que un psychologue d'origine hongroise a étudié chez les joueurs de jeux vidéo, qui avait une forme d'expérience optimale qui entraînait la participation. Si on propose quelque chose de trop simple, eh bien on s'ennuie et on ne participe pas. Si c'est trop compliqué, c'est anxiogène, on ne participe pas, et qu'il fallait trouver cette expérience optimale où ce qu'on demande, ce qu'on propose aux participants correspond à son expertise. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'aller proposer des programmes de recherche
qui suppose des protocoles et des données de qualité structurées, et notamment des données qui vont être combinées, ce qu'on observe, les règles, appliquer les règles d'observation avec ce qu'on appelle des compléments qui viennent de ce qu'on sait sur son environnement, sur ses propres pratiques, sur l'intentionnalité qu'on met dans ça. Un exemple vient d'un autre programme de sciences participatives qu'on mène au muséum, l'opération Papillon, compter des papillons dans son jardin. Alors là, le comptage, ça consiste à identifier les espèces qu'on a vues et déterminer combien d'individus de la même espèce sont présents simultanément dans le jardin pendant la semaine d'observation. Et couplé à ça, on demande aux participants de décrire le jardin, la composition, les pratiques, etc. Quelque chose que seul le participant peut décrire, les pratiques dans son jardin, et qui vont vraiment compléter ces données. Et les chercheurs qui analysent ces données vont vraiment exploiter ce potentiel. Et donc, pour chaque jardin, déterminer une offre pour la biodiversité, le caractère, l'attractivité présumée du jardin, et faire des analyses statistiques à partir de ces données. On a notamment montré à quel point la ville, donc la distribution de ces différents jardins dans des environnements plus ou moins denses en habitation, pénalisait les papillons, ce qui est indiqué par ce symbole rouge, que la proportion de villes autour des jardins pénalisait les papillons, avec une réponse diversifiée selon les espèces. Il y a des espèces qui ont beaucoup de mal à rentrer dans les villes et dans les jardins en ville, et d'autres qui le supportent plus ou moins. Donc, qui a permis de distinguer des espèces qui sont, qu'on pourrait dire, tolérants à la ville, avec des capacités de vol notamment assez importantes, et puis des espèces qui évitent la ville. Donc, des recherches qui ont pu montrer ça à partir de ces données. Et on a montré que les pratiques dans les jardins, sans surprise, attiraient et profitaient aux papillons, et donc les jardins avec des pratiques a priori favorables aux papillons attiraient des papillons. Mais là encore, la réponse des différentes espèces n'est pas la même, avec des espèces qui bénéficient ou sont plus ou moins favorisées par ces pratiques en faveur qu'on pourrait dire favorables à la biodiversité. Et on s'est posé la question finalement, est-ce que les papillons qui profitent de ces pratiques sont aussi ceux qui ont tendance à rentrer dans la ville? Et on a croisé ces deux analyses pour vérifier cette hypothèse, et on a trouvé exactement l'inverse. C'est-à-dire que les papillons qui profitent le plus des pratiques dans le jardin sont ceux qui, justement, ont du mal à rentrer dans la ville. Et alors ça, c'était très bien, c'est intéressant comme résultat, parce que c'est vraiment un encouragement, une démonstration du rôle qu'on peut avoir dans son jardin pour favoriser la biodiversité, puisqu'on va privilégier avec ces efforts des espèces qui, justement, ont des difficultés à rentrer dans la ville. Donc, compenser dans une certaine mesure les effets de l'urbanisation. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant quand la recherche vient répondre à des questions qui sont en phase avec les questions que se posent les participants de quelle est mes possibilités, quel est l'effet que je peux avoir, moi, en tant que possesseur d'un jardin sur la biodiversité. Dernier programme que je vais évoquer ce soir, c'est le suivi photographique des insectes pollinisateurs, qui a le doux nom de SPIPOL. Un programme également très engageant pour le participant, puisqu'il doit choisir une plante en fleurs, pendant 20 minutes essayer de prendre en photo toutes les espèces d'insectes ou d'araignées qui viennent se poser sur ces fleurs, et qui peuvent être plusieurs dizaines ou vingtaines de photos, recadrer et mettre en collection ces photos, donc sélectionner une espèce d'insecte, une photo par espèce d'insecte ou morpho-espèce, qu'on peut reconnaître sur photo. Et là, ça varie de 5 à 20, 25 pour les plus riches en 20 minutes. Identifier ces insectes et les partager. Et à nouveau, de participation va permettre des interactions entre participants, cette validation collaborative qui est très efficace, et aussi toutes sortes de commentaires et d'interactions autour de ces collections. Et là, on a analysé ces commentaires. Donc ça, c'était plutôt une approche un peu anthropologique. Qu'est-ce qui se passe? On a vu d'abord que l'activité de ce réseau social était considérable, avec
78 000 commentaires sur les 40 000 premières collections qu'on a obtenues, donc vraiment une activité très forte, et des commentaires qui, dans leur immense majorité, sont très bienveillants, très constructifs, poétiques parfois, et contribuent à l'animation, se substituent d'une certaine manière à l'animation, et un vrai effort de la part des participants. Il y a aussi des commentaires plus techniques, des commentaires voilà, des rappels à respecter le protocole. Les participants sont très vigilants là-dessus. Et puis des réflexions qui sont adressées presque directement aux scientifiques sur la manière dont il faudrait regarder ces données. Et puis beaucoup de commentaires qui relèvent simplement d'interactions sociales. Et là, c'est peut-être la dernière diapo et le dernier renseignement qu'on a, c'est l'importance de ces réseaux sociaux d'interaction, à la fois pour développer un sentiment d'appartenance et qui est une des motivations à cette participation, à rentrer dans une communauté, mais aussi recevoir des conseils et donc progresser et également exercer un contrôle qualité sur les données qui sont produites, qui est quelque chose sur lequel les participants sont finalement extrêmement vigilants. Voilà, j'ai fini ce bref tour de quelques exemples de sciences participatives et j'espère vous avoir démontré le potentiel de ces sciences participatives vraiment pour aller embarquer le participant dans l'aventure de la recherche, dans l'aventure de la connaissance, mais à la fois le participant et cette communauté de participantes qu'on peut dire une communauté apprenante. Merci pour votre écoute et donc je passe Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Maria Haggart. Maria, vous êtes responsable des relations internationales et de la communication chez Wetenschap och Allmänhet et vous allez nous donner une perspective européenne des sciences participatives à travers le portail européen EU Citizen Science. Vous avez la parole. Votre micro est coupé, Maria, je crois. Voilà. Vous m'entendez maintenant? J'ai des problèmes avec le micro. Malheureusement. Donc, bonsoir à tous. Je recommence. Je vais vous présenter comment engager le public dans les sciences participatives. Et je travaille donc dans Sciences publiques, qui est une organisation non gouvernementale. Votre micro est à nouveau coupé. Voilà. Maintenant, donc je recommence. Donc, Sciences publiques est une organisation non gouvernementale, un réseau de 500 membres qui est fondé en 2002. Et notre mission est d'encourager le dialogue et l'échange entre les chercheurs et le public. Nous sommes aussi le nœud national de connaissances pour l'engagement du public, la communication scientifique et la science participative. Donc, nous faisons des études et des enquêtes pour développer de nouvelles connaissances sur les attitudes envers de la science, mais nous faisons aussi des activités et des événements pour essayer de nouveaux formats d'engagement public et de dialogue. Et nous entreprenons aussi également le lobbying et cherchons à informer et à influencer la politique de recherche au niveau national et européen. Et nous avons aussi beaucoup de collaborations internationales. Donc, nous sommes membres de plusieurs organisations, réseaux européennes et internationaux. Pour la commission scientifique,
mais aussi la science participative. Et nous sommes aussi partenaires dans 7 projets européens dans l'horizon 2020 et nous collaborons avec 75 organisations dans 25 pays. Et un de ces projets est le EU Citizen Science. Mais la science participative n'a rien de nouveau. Déjà à son temps, Carl von Linné a fait appel à des citoyens pour lui aider à cataloguer les plantes. Les méthodes se sont développées et affinées au fil des années, mais c'est grâce à ce petit truc-là qu'il est soudainement devenu tellement plus facile à mener des projets de la science participative dans tout le monde. Au début, nous l'avons appelé nos projets des expériences à grande échelle parce qu'il n'y avait pas un mot en suédois pour science participative, medborgarforskning. Chaque année, depuis 2009, nous coordonnons un projet avec les classes scolaires et le grand public dans le cadre du festival La Nuit européenne des chercheurs, European Researchers Night, Forskarfredag. Au début, nous étions les pionniers sur la science participative et maintenant, nous sommes le nœud national. Nous sommes aussi en train de créer une plateforme suédoise sur la science participative, medborgarforskning.se. Et presque 60 000 personnes ont participé dans nos projets depuis le 2009. Et maintenant, je vais vous présenter 2 de nos projets les plus récents. L'observation des étoiles et Matilda. Dans 2009, nous avons lancé le projet Observation des étoiles, Stjärnförsöket. La mission était à aider les chercheurs à cartographier la pollution lumineuse que nous subissons dans notre vie quotidienne. L'étude est faite par comté des étoiles qu'on peut voir à travers un tube en papier. Le nombre d'étoiles observées est ensuite saisi dans une application mobile et ensuite transféré aux chercheurs à l'Université de Lund. Environ 15 000 élèves de 252 écoles à travers la Suède ainsi que des élèves d'Irlande, du Royaume-Uni et d'Espagne ont participé. Et les chercheurs suédois ont reçu près de 2000 observations d'étoiles. Et vous trouverez le résultat dans notre site internet, mais aussi dans la nouvelle plateforme. Le projet de cette année est Matilda, qui va réduire le gaspillage alimentaire dans des écoles. En suédois, on le nommait Svinkollen. Comme notre alimentation représente plus d'un tiers de l'impact climatique humain, dans le même temps, près d'un tiers de la nourriture produite est jetée. La réduction des déchets est donc un enjeu important pour une société plus durable. Dans Svinkollen, des chercheurs de KTH, de l'Université de Dalarna et la société Consupedia vont tester un nouveau moyen intelligent pour réduire les déchets gaspillés dans les écoles. Et ça marche comme ça. Les élèves prennent une photo des aliments dans leur assiette et indiquent quels aliments sont visibles sur l'image. Par exemple, des poissons, des pommes de terre ou du brocoli. Ils prennent ensuite une photo après avoir mangé pour apprendre à Matilda, l'intelligence artificielle, à reconnaître différents types d'aliments et la quantité gaspillée. Matilda calculera alors automatiquement l'ampleur du gaspillage et l'application sera utilisée pour enquêter sur le gaspillage alimentaire dans les écoles suédoises et ce projet est en voie d'achèvement cette semaine. Et vous trouverez les 2 projets et plusieurs d'autres dans la nouvelle plateforme EU Citizen Science. Et la mission de cette nouvelle plateforme est vraiment ambitieuse. C'est de devenir le point de référence de la science participative grâce au partage de connaissances entre les réseaux pour les participants, les praticiens, les chercheurs, les décideurs politiques et la société en Europe. Donc, nous va
est un des partenaires de cette nouvelle plateforme et le projet a été financé par le programme Horizon 2020 de la Commission européenne. Et le consortium compose de 23 partenaires et la durée est 3 ans, de janvier 2019 jusqu'au décembre l'année prochaine. Il y a compris aussi de 14 États membres qui sont représentés et ils représentent aussi une grande diversité de différents acteurs, donc des universités, des organisations non gouvernementales, des autorités et des services communautaires et de musées. Et bienvenue à la plateforme. Là, vous trouverez des idées, des données, des exemples, des protocoles et une communauté avide de partage et de collaboration. Et maintenant, je vais vous donner un teaser de plateforme pour vous montrer un petit film. Bienvenue sur la plateforme EU Citizen Science, le nouveau hub collectif européen dédié aux sciences participatives. Vous y trouverez des idées, des données, des exemples, des protocoles et une communauté avide de partage et de collaboration. Vous êtes à la recherche d'un projet? Vous pourrez utiliser les critères applicables à vos centres d'intérêt et accéder aux projets correspondants. Vous pouvez effectuer des recherches par titre ou par mots-clés. Et puis filtrer les résultats par pays. Quels projets peuvent être réalisés chez soi? Que vous soyez un débutant à la recherche d'une introduction à ce que sont les sciences participatives ou déjà expérimenté et désireux d'en apprendre plus, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin en parcourant notre large catalogue de documentation, d'outils et de formations. La plateforme est très facile d'utilisation. Ne manquez pas nos publications sur le blog et nos événements. Y rejoignez notre forum. Rejoignez la communauté des utilisateurs en créant votre compte. Notre plateforme est conçue comme un espace collaboratif. Vous êtes invités à partager votre expérience et vos pratiques. Inscrivez-vous. Ceci est votre espace personnel. Présentez-vous pour vous faire connaître des autres utilisateurs. Une fois inscrit, vous pouvez créer votre propre bibliothèque de projets, de documentation, d'outils et de formation. Vous pouvez évaluer les projets et ajouter les vôtres. C'est cela une vraie collaboration. Venez! Les sciences participatives, c'est avant tout un travail de collaboration où chacun trouve sa place. Alors rejoignez-nous! Merci beaucoup, Maria. Est-ce que vous avez fini ou Oui, je veux juste montrer notre équipe des sciences participatives. Que vous pouvez contacter si vous avez des questions ou si vous voulez savoir plus de cette nouvelle plateforme. Donc, ici, voilà. Donc, c'est notre équipe. Donc, c'est Lotta Thomasson et Fredrik Poloneus qui est aussi en charge de développer la nouvelle plateforme suédoise Medborgarforskning.se. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Maria. C'était vraiment très intéressant. Je vais passer maintenant la parole à Eline Trollefsen,
Vous êtes ingénieur de recherche au département des sciences et de la Terre de l'Université de Stockholm et vous êtes membre du Centre suédois Bolin pour la recherche sur le climat. Vous allez nous présenter le projet Climate Arena. Vous avez la parole. Merci Emmanuel. Je vais partager, attendez un instant. Voilà. Voilà, merci Emmanuel et merci de m'avoir invité pour présenter le Climate Arena, l'arène climat du Centre Bolin. Je vais d'abord présenter un petit résumé du Centre Bolin de recherche sur le climat, qui donc est un consortium multidisciplinaire de recherche dans les domaines liés au climat de la Terre. Il y a plus de 400 chercheurs qui sont membres du Centre Bolin et le centre a été créé en 2006. Et c'est une collaboration entre l'Université de Stockholm, KTH, et SMHI. Et le centre porte le nom du professeur Bert Bolin, qui est un pionnier de la recherche sur le climat et un des fondateurs du groupe d'experts intergouvernemental des Nations Unies sur l'évolution du climat. Et donc, le centre mène de la recherche, mais aussi des activités d'éducation et de sensibilisation liées au climat de la Terre. Et l'arène du climat est une de ces activités qui a donc démarré en mai 2018. L'arène climat du Centre Bolin se veut être un lieu de rencontre entre scientifiques et partenaires externes qui vise à faciliter le partage de connaissances, d'expériences et d'idées créatives. Et tout ça dans le but que nous puissions ensemble réduire notre impact négatif sur le climat et l'environnement. Arène Climat a un grand nombre de partenaires, des entreprises, des petites et des grandes, et aussi des organisations. Exemple d'entreprises Max Burger, Ericsson et Sustainability. La ville de Stockholm et la région de Stockholm est aussi impliquée, ainsi que de petites organisations comme Future Terre. Il y a une centaine de personnes qui sont participées, qui appartiennent à environ 50 organisations qui ont participé aux activités de Arène Climat. Et certains ont participé plusieurs fois et d'autres qu'une fois. Donc, le lieu de rencontre de l'Arène Climat s'est fait sous forme d'ateliers. Et ces ateliers au départ, ces ateliers étaient sur place, mais depuis ce printemps, ils se font via le numérique Zoom. Donc, les ateliers sont organisés autour d'un thème lié au climat. Et l'atelier débute en général avec quelques présentations autour de ce thème. Et les présentateurs sont des scientifiques, mais aussi des entreprises qui sont invitées parce qu'ils sont engagés sur le thème en question. Une fois après les présentations, le thème est discuté en petits groupes.
Et ces discussions vont ensuite, avec les conclusions qui vont être résumées dans un rapport qui peut se trouver sur le site web de Centre Bolin. Donc, ce lieu de rencontre veut être un endroit où nous pouvons apprendre les uns des autres. Aussi un endroit où toutes les questions sont les bienvenues. Tous les participants sont engagés et contribuent avec leur spécificité. Et nous espérons que cela puisse conduire à de nouveaux projets ensemble. Donc, jusqu'à maintenant, il y a eu 6 ateliers. Le premier atelier a eu pour thème la neutralité carbone. Et une des questions posées était de quoi avons-nous besoin pour arriver à la neutralité de carbone. Ce qui a mené ensuite au deuxième atelier où on a plus approfondi la question de neutralité carbone avec des discussions sur les domaines d'intervention et la recherche de solutions concrètes. Le troisième atelier ensuite avait pour thème le calcul de l'empreinte carbone de l'organisation. On a discuté la transparence, précision et limites du système. Ce qui a mené au thème du quatrième atelier où on a continué sur le calcul de l'empreinte climatique des organisations, mais la focalisation a été plutôt sur l'émission tout au long de la chaîne de valeur des entreprises ou des organisations, ce qui est aussi appelé Scoop 3. Puis ensuite, le cinquième atelier a eu comme thème la compensation carbone. Et là, les discussions ont été autour de la motivation pour les organisations et l'évaluation des compensations carbone. Et finalement, l'atelier 6 qui a eu lieu au début novembre cette année, le thème il a été la transition et le secteur financier. Quel rôle peut et doit jouer le secteur financier dans la transition? Les discussions et les conclusions de ces ateliers ont abouti à la production de notes d'orientation. Jusqu'à maintenant, il y a eu 2 notes et une troisième note qui est en cours de préparation. La première note d'orientation a pour titre « Aviation, climat et l'effet haute altitude ». Cette note vise à éclairer sur les effets de l'aviation sur le climat. Et la deuxième note a le titre « Prendre une décision éclairée sur la compensation carbone ». Ce document s'adresse à des organisations, mais aussi aux individus pour pouvoir prendre une décision, pour les aider dans leur choix pour réduire l'empreinte carbone. Et puis, la dernière note, qui donc est en cours de préparation, va être sur le thème de la capture et le stockage du carbone. Toutes ces notes peuvent être trouvées et les rapports des ateliers peuvent être trouvés sur le site web de Centre Bolin. Et donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez visiter le site Centre Bolin ou contacter la responsable du projet, Elisabeth Decker. Et c'est tout ce que j'avais à vous présenter ce soir. Merci. Merci beaucoup, Eline. Je passe maintenant la parole à notre dernier intervenant, Olivier Fontan. Vous êtes directeur exécutif du Haut Conseil pour le climat et vous allez nous parler du rôle croissant des citoyens dans le domaine climatique. Vous avez la parole. Merci Manuel. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais terminer cette série d'interventions peut-être avec la
l'approche la plus large du sujet. On est parti de quelque chose de très, très précis qui répondait parfaitement à la question des sciences participatives avec la présentation de Romain. Et nous, au Conseil pour le climat, on évidemment fait pas de sciences participatives. Par contre, ce que j'ai voulu aborder, c'est dans quelle manière on pouvait passer des sciences participatives à la participation aux solutions, parce que c'est un peu l'enjeu qu'on a aujourd'hui. Rapidement, pour le Conseil pour le climat, en quoi on essayait de se rapprocher de cette participation de toutes et tous aux solutions. Notre mission initiale, c'est d'analyser les politiques climatiques du gouvernement. Donc évidemment, ça s'adresse à tous les citoyens, mais ça s'adresse d'abord aux responsables politiques. Mais on a pensé que ça n'était pas suffisant et que quand on avait produit un gros rapport de 100 ou 150 pages avec beaucoup de chiffres et des analyses qu'on essaye de rendre le plus clair possible, il n'y a rien de compliqué, mais on conçoit tout à fait que ce n'est pas le document le plus facilement accessible pour tous. Donc l'an dernier, au début de notre existence, après notre premier rapport, on a décidé de faire une version grand public de notre rapport annuel, c'est-à-dire une version qui tienne en 8 à 10 pages, avec les principales informations présentées de manière très pédagogique, et puis des petits dessins, enfin une présentation beaucoup plus légère que celle qu'on a dans notre rapport officiel. Donc, je ne vous ai pas mis de capture d'écran du rapport officiel, mais je peux vous assurer que c'est beaucoup plus austère que ce que je vous montre là. Donc voilà, donc on a fait ça, c'était la première version là, en 2019 de notre rapport annuel qui s'appelait « Agir en cohérence avec les ambitions ». Donc on a rajouté des petits bonhommes qui sautent partout, et puis on a réexpliqué un petit peu les bases de ce qu'était le changement climatique, et ensuite on passe à quels sont les enjeux pour la France, puisque c'est un rapport qui concerne la politique française. Et là, par exemple, vous avez des pages intérieures de l'édition de 2020 qu'on a sorti en septembre, donc on la sort juste avant la rentrée des classes généralement. On travaille dessus tout l'été. Et là, par exemple, c'est une page intérieure avec voilà, qu'est-ce que fait la France face au changement climatique, avec les principales émissions françaises, vous voyez, avec des petits dessins qui caractérisent très bien les choses. Et honnêtement, on a la même exigence de rigueur scientifique dans ces rapports grand public que dans le rapport annuel. Mais on essaye de le mettre à la portée de tous. Donc voilà, ça c'est notre première contribution à la mise à la disposition, à la participation à la science de tous. Je voudrais revenir sur un deuxième point, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Alors je ne sais pas si tout notre public ce soir est au courant, mais il y a à peu près 1 an et demi, le président de la République a ouvert la possibilité de tirer au sort 150 citoyens de tous les horizons qui représentaient une répartition statistique exacte de la France, la répartition entre les régions, entre les hommes, les femmes, entre les diplômés, les non-diplômés, pour discuter justement de toutes les politiques qu'on pourrait mettre en place pour réussir notre transition énergétique. Et donc évidemment, on s'est retrouvé avec 150 citoyens, dont une faible partie d'entre eux avaient une connaissance assez précise du changement climatique et de ses enjeux pour pouvoir en discuter. En cela, malheureusement, ils étaient assez représentatifs de l'ensemble de la nation française. Donc, le premier enjeu pour la Convention citoyenne pour le climat, ça a été évidemment de former les citoyens de la manière la plus objective possible pour qu'ils puissent prendre leurs décisions de manière raisonnée. Et les deux premières sessions de la Convention citoyenne pour le climat ont été consacrées à la formation des citoyens. Et par exemple, le diagramme que je vous ai mis là, que j'ai tiré du site de la Convention citoyenne, c'est de montrer quels sont les gens qui sont intervenus devant la Convention citoyenne tout au long de l'année de travail de la Convention citoyenne. Il y a eu à peu près, je crois, un peu plus d'une centaine de personnes qui sont intervenues. Donc, vous voyez, avec des profils très divers qui venaient des ONG, aussi bien que des entreprises, des universitaires, des élus aussi, des gens des syndicats, pour essayer de rapprocher des enjeux climatiques, qui sont avant tout des enjeux scientifiques,
de chacune des dimensions de la vie quotidienne et de notre vie collective et individuelle. Nous, dans ce cadre, au Conseil pour le climat, on a eu deux types de contributions. D'abord, une contribution un peu passive dans la mesure où la Convention citoyenne s'est emparée du rapport complet qu'on avait publié quelques mois auparavant, aussi de la version grand public que je vous ai montré tout à l'heure, qui, à mon avis, était beaucoup mieux lu, beaucoup plus lu que le rapport complet. Et puis aussi, on a effectué pour la Convention citoyenne une synthèse des recommandations qu'on avait déjà formulées, où en fait, on a repris l'ensemble des recommandations qu'on avait pu faire en matière de transport, en matière d'urbanisme, en matière d'agriculture, et on les a reformulées de manière un peu plus condensée, synthétique, un peu plus simple, mais toujours complète et accessible pour la Convention citoyenne. Donc, on pourrait étendre ensuite cette contribution, par exemple, aux conventions citoyennes régionales qui sont en train de se réunir en France. Ça dépend des régions. Il y a des régions qui ont décidé d'avoir le même exercice à un niveau beaucoup plus local. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer ce même genre de contribution. Troisième point que je voulais aborder, toujours en élargissant un petit peu l'horizon pour ouvrir la discussion à la fin de nos interventions, je voudrais parler de la démarche propre au climat qui était celle des lycéens et des étudiants depuis les années 2017-2018. Je crois qu'en Suède, vous êtes relativement bien au courant, mais c'est évidemment et heureusement pas le seul pays, même si ça a été évidemment un pays exemplaire, comme sur beaucoup de choses pour le climat. Donc, ce sont des marches, des manifestations qui se sont multipliées dans le monde entier, mais aussi beaucoup en Europe. Et on a eu notre quota en France, heureusement, et qui reflétait à la fois deux dimensions. Donc, forcément, une dimension de protestation devant l'inaction collective, l'inaction des gouvernements, et puis aussi une demande d'implication citoyenne en disant, nous aussi, on a des idées, on a des solutions, on veut faire partie de la solution, on veut contribuer à cette solution. Donc, c'était aussi une manière pour tous ces citoyens, et là plutôt ces jeunes citoyens en formation, de s'approprier aussi les enjeux scientifiques du changement climatique, de savoir ce que ça voulait dire 1,5 degré, 2 degrés, la neutralité carbone, les budgets carbone, les rapports du GIEC, enfin voilà, de s'approprier l'ensemble de ces sujets, évidemment purement climatiques, et les sujets connexes, quel impact ça a sur la biodiversité, sur l'alimentation, sur la santé. En France, on a un exemple un petit peu plus précis, par exemple, c'est l'association pour un réveil écologique qui a été fondée. Alors, je n'ai aucun intérêt dans l'association pour un réveil écologique, c'est juste que c'est une des plus saillantes de nos jours en France, qui regroupe, qui a publié un manifeste étudiant, donc, qui est signé par, je crois, à peu près 40 000 étudiants, et qui regroupe deux demandes principales. La première, c'est de réveiller les employeurs, c'est-à-dire que les étudiants ont formulé leurs exigences vis-à-vis de leurs employeurs futurs pour savoir si ils étaient des entreprises qui étaient responsables vis-à-vis des engagements du climat. Et comme parmi ces étudiants, il y a aussi des étudiants de parcours très exigeants et longs et de haut niveau, que souvent les employeurs vont chercher à la sortie de leurs études, ces gens-là ont, dès leur formation, un poids sur leurs futurs employeurs, en disant « ouais, ok, je veux bien venir travailler chez vous ». Ça peut être des grandes entreprises internationales, ça peut être des banques, des financiers, mais voilà, votre profil écologique, pour faire simple, ne me convient pas, ne me satisfait pas, et j'attends de voir quels sont vos engagements. Et en tout cas, je suis prêt à aller éventuellement chez vos concurrents qui sont un petit peu plus en phase avec le XXIe siècle et ses enjeux. Et puis, donc, réveiller les employeurs et puis aussi réveiller sa formation, évidemment. Donc là, les étudiants se sont retournés vers leurs universités, vers leurs enseignants, en leur disant, grosso modo, et vous, qu'est-ce que vous faites vers la transition écologique? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les formations? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les programmes? Et comment est-ce qu'on peut partager ça entre les étudiants? Et donc, pour les lycéens, c'était pareil. C'était l'enjeu de donner au lycée une éducation scientifique au climat et à la biodiversité qui ne soit pas réservée aux seuls lycéens qui étudient les sciences. Puisque en France, comme dans la plupart des pays, j'imagine,
Au lycée, on s'oriente plutôt sur les sciences, la littérature ou les sciences humaines et sociales. Et on s'est rendu compte que souvent, c'est malheureusement que les étudiants qui s'orientent vers les sciences qui avaient une appréhension un petit peu plus précise des dimensions du climat, des enjeux du climat et de la biodiversité. Et évidemment, d'un point de vue citoyen, de participation à la science, pour la génération anthropocène, ce n'est pas suffisant. Donc, il y a un enjeu pour élargir les approches du climat, de la biodiversité, depuis l'école primaire, ensuite le collège, donc jusqu'à 14 ans, et ensuite le lycée de 15 à 17, 18 ans, avec à chaque fois une approche des phénomènes météo jusqu'aux effets du climat, et puis un raisonnement plus scientifique qui s'élargit avec le temps et qui permet à chacun d'avoir ensuite d'agir en citoyen un petit peu plus responsable. Donc, ce sont des propositions qui ont été faites au ministère de l'Éducation nationale et qui sont sur la table actuellement, qui ne sont pas encore en vigueur, enfin, à ma connaissance. Dernier point, là j'élargis vraiment le cercle, c'est quelle est la part de l'individu contre le changement climatique. Et ça nous questionne tous. Évidemment, parce qu'on est tous saisis sur est-ce que j'arrête de manger de la viande, est-ce que j'arrête de prendre l'avion, est-ce que je circule en voiture, etc. etc. C'est important parce que c'est une manière de se conscientiser, c'est une manière de participer, de se dire qu'il y a des solutions. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas la solution définitive, c'est un impact limité. On a un institut en France, un think tank qui s'appelle Carbone 4, dont vous trouverez le rapport sur Internet si ça vous intéresse, qu'ils l'ont publié en juin 2019, qui s'appelle « Faire sa part ». Et ils essayent d'évaluer quelle peut être la part du rôle des individus face à l'urgence climatique. Et ils évaluent que ça représente à peu près 20 à 25% de l'effort global qu'on doit faire pour résoudre la crise climatique. Donc, c'est bien, c'est important, c'est nécessaire. Il faut les faire, c'est 20 à 25%, mais c'est évidemment pas toute la solution. Et le reste, les 3/4, c'est des enjeux de structure, de production des entreprises, de l'État, etc. Donc, il faut faire un peu attention à cette approche individualisante aussi, qui tend à nous laisser tout seuls face à nos choix de consommateurs. Ça, c'est une position qu'on a au Conseil pour le climat dans nos travaux. Je vous ai mis un petit encadré de notre dernier rapport sur les émissions importées, où on dit que oui, la consommation engagée, ça a son importance, mais que c'est un appel limité, que cette approche par les usages, elle est problématique pour analyser des politiques qui restent avant tout des politiques d'offres. Et puis enfin, je terminerai là, il y a les enjeux de la transition juste. Donc, transition juste, c'est un terme qui a été mis dans l'accord de Paris, qui est de savoir comment éviter que chacun souffre de la transition énergétique et climatique que l'on fait tous dans nos pays. Et ce qui est intéressant, c'est que ces enjeux relient les choix individuels et collectifs. Ça, c'est des petits dessins qu'on a dans le rapport grand public de cette année, que vous trouverez sur notre site internet. Et puis, elles élargissent aussi le champ des sciences convoquées par le climat. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les sciences exactes, mais c'est aussi les sciences sociales. C'est important. Et ça rappelle que le climat, c'est des enjeux d'atténuation et d'adaptation, et que donc l'ensemble des sciences ont leur mot à dire sur ces questions. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous nos quatre intervenants. Nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Donc, je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat ou la partie questions-réponses de Zoom. On en a reçu quelques-unes, donc je vais distribuer ces questions et puis à nos panélistes. Donc, la première, c'est quelle est la zone, je pense que c'est plutôt pour Romain, mais à vous de voir, quelle est la zone géographique, oui, je pense, de la mission Hérisson, et est-ce que c'est la France ou bien c'est l'Europe? Alors, pour l'instant, c'est un programme métropolitain en France qui a été conçu et qui est animé comme ça. Ces programmes reposent beaucoup sur un acteur là que j'ai un peu caché, camouflé dans ma présentation, que sont les animateurs, les facilitateurs, qui sont souvent des associations d'éducation à la nature ou de protection de l'environnement, et qui jouent un rôle important
pour publier des actualités, servir un petit peu de hotline pour les questions-réponses auprès des participants. Il ne s'agit pas d'un effort continu et à plein temps, mais d'être présent régulièrement sur ces sites de participation. Et donc, pour étendre ce type de programme à d'autres pays, il faudrait s'appuyer aussi sur ces animations locales. Donc, c'est d'abord une démarche partenariale et ensuite, je pense, qui peut, avant que ces projets soient étendus à d'autres pays. Mais sur le principe, par ailleurs, le protocole en lui-même peut être utilisé partout où il y a des petites bêtes qui marchent. Il est très performant sur le hérisson, mais on peut avoir d'autres animaux qui visitent ces pièges, ces tunnels, pardon. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question qui porte sur plutôt peut-être pour Maria, sur les relations et le suivi conduit entre ces programmes et les établissements scolaires. Comment est-ce que ça se passe? Et si alors, des associations comme les scouts sont impliquées également. Donc, je vous laisse répondre, Maria. Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait entre les programmes de VA et les établissements scolaires? D'après ce que j'ai compris, oui, mais peut-être que vous pouvez nous en dire plus. Oui, comme nous avons fait des projets de sciences participatives depuis 2009, donc on a créé comme un réseau des écoles partout en Suède. Mais tous les programmes et tous les de nos projets et surtout les projets de sciences participatives est ouvert pour tous. Donc, pour exemple, l'observation des étoiles que je parlais, il y avait environ 30 organisations de scouts qui ont participé. Et puis, donc, on a une grande participation qui est représentée des écoles, des personnes privées, des scouts et d'autres associations aussi. Merci beaucoup. Une troisième question porte sur le climat. Donc, c'est peut-être une question pour Olivier. Les changements climatiques vont-ils nécessiter une redéfinition de la notion de frontière administrative et politique entre les pays? Vaste question. J'ai combien d'heures pour répondre? C'est une très vaste question. Je ne suis pas sûr que je puisse y répondre ici. De toute façon, le climat est un problème sans frontières. C'est un des rares enjeux mondiaux qui se passe complètement frontières. C'est en ce sens un des rares enjeux purement globaux, d'où la complexité de sa résolution internationale. Maintenant, je ne suis pas certain que ça redéfinisse énormément les frontières si on fait abstraction des pays qui vont souffrir le plus et qui auront leur territoire modifié par la montée du niveau de la mer, par exemple. Mais je ne suis pas certain que ça nécessite la notion de redéfinition de frontières. On est de toute façon dans une approche forcément coopérative entre les États sur cette question, parce que sinon, tout simplement, on n'y arrivera pas. Mais aujourd'hui, les systèmes énergétiques, les systèmes de transport, les systèmes alimentaires sont très fortement imbriqués les uns dans les autres entre pays voisins. On l'a vu aussi pendant la pandémie. Et donc, il n'y a pas de solution au climat qui soit purement nationale, même si les décisions la mise en œuvre des décisions doivent être locales. Et le meilleur exemple qu'on a, nous, c'est quand même l'Union européenne, où on a quand même une politique climatique européenne c'est l'Union européenne qui nous représente au niveau international. Que ce soit la Suède ou la France, on ne s'exprime pas par nous-mêmes sur les négociations climatiques, c'est l'Union européenne qui parle en notre nom, c'est elle qui propose un plan climat, qu'ensuite, nous, entre Européens,
on se chamaille un peu, on se dispute un peu pour se répartir les efforts, etc. Et après, au niveau national, il faut mettre ça en œuvre. Mais c'est une politique, c'est quand même une politique essentiellement européenne. Merci beaucoup. Une autre question aussi sur le climat. Est-ce que le Haut Conseil pour le climat a donné une consigne pour créer des conventions citoyennes dans toutes les régions? Sinon, pouvez-vous le faire? On n'a pas donné de consigne en ce sens. Par contre, on a analysé un petit peu ce qu'avait été la Convention citoyenne. On a salué la qualité des travaux et leur intérêt. Même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'action climatique, il y a quand même de grandes avancées qui sont proposées. Et on a vivement recommandé au gouvernement de non seulement prendre en compte les travaux, mais aussi de multiplier ce genre d'expérience. Donc, après, c'est aux régions, aux responsables politiques régionaux de s'emparer de la question. Une autre question pour le Haut Conseil sur le climat. Donc, à quel point le gouvernement vous écoute-t-il et comment justifie-t-il également tous les vétos posés aux propositions de la Convention citoyenne? Alors, je crois que les gouvernements écoutent les hauts conseils pour le climat. Il y a 10 jours, on a eu un séminaire en 2 temps au niveau européen avec l'ensemble des institutions similaires en Europe. Et il y avait aussi l'organisme suédois qui fait le même travail que celui qu'on fait en France. Et personne ne se plaint de ne pas être écouté par les gouvernements, hein, que ce soit en France, au Royaume-Uni, en Suède ou en Allemagne. On est écouté et l'enjeu après, c'est est-ce que les recommandations sont suivies? Ça, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas parce que d'abord, on propose souvent des solutions qui s'inscrivent sur le long terme et ça ne correspond pas forcément à l'approche des gouvernements. Ensuite, parce que ce sont des sujets qui sont encore relativement nouveaux à l'échelle de la vie politique de nos pays. Et donc, il y a encore certains de nos gouvernants qui ont un petit peu de mal. Mais on est écouté, pour être très, très concret, aujourd'hui, ce matin, en fin de matinée, au Conseil pour le climat, on a été reçu par le président de la République avec quelques-uns de ses ministres pour évoquer les conclusions de nos derniers rapports sur les bâtiments, sur l'ensemble des émissions et des politiques françaises. Et il y a eu un vrai dialogue. Enfin, oui, on est vraiment écouté. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Encore une autre question. Est-ce que le Haut Conseil pour le climat participe au Conseil de défense écologique? Oui, c'était le cas. C'était le cas aujourd'hui. Il y avait un Conseil de défense écologique. On était associés. Parfait. Nous avons aussi de notre côté préparé un certain nombre de questions. Ce ne sont pas des questions pièges, mais peut-être que ça permettra aussi d'élargir le débat, donner une petite perspective. Donc, selon vous, quelle crédibilité scientifique peut être donnée aux sciences participatives? Peut-être Romain. Alors, pour moi, ça dépend. Les sciences participatives, c'est un moyen, c'est un outil pour la recherche. Et la crédibilité, elle va dépendre de la qualité de la recherche qui est menée à partir de ces données. Et comme pour des données qui viendraient pas de cette science participative, la crédibilité, elle dépend avant tout de la qualité de l'analyse et de la recherche et du bon usage et de l'usage approprié des données qui sont collectées pour les questions qu'on se pose. Dans le laboratoire où sont menés tous ces projets de sciences participatives, on a évalué qu'il y avait depuis 2005, donc sur 15 ans, à peu près de 200 publications qui avaient été produites à partir des données amassées par ces sciences participatives.
Il y a eu 39 doctorats, thèses, qui se sont appuyés sur ces données. Donc, en tant que dispositif qui produit de la recherche et de la recherche qui est validée par la démarche scientifique, je pense que ça fait ses preuves. Après, il y a des projets de sciences participatives qui échouent à produire des données qui sont valorisées, comme il y a des projets scientifiques aussi de recherche, on en entend moins parler parce qu'ils sont moins visibles, qui ne sont jamais valorisés ou qui voilà, donc de mon point de vue, il n'y a pas de question spécifique sur les sciences participatives. La question, elle est sur la manière dont ces données sont valorisées. Et quand c'est bien conçu et bien analysé, ça produit de la recherche de qualité comme d'autres dispositifs de recherche. Merci beaucoup. J'ai peut-être une deuxième question pour vous. Comment les sciences participatives sont-elles perçues par les chercheurs eux-mêmes? Et quelles sont les réticences ou bien les points d'acceptation mutuelle entre les différentes communautés, à savoir communautés associées aux sciences participatives ou communautés plutôt académiques? Alors ça, c'est une très bonne question et qui heureusement qui évolue. La démarche de sciences participatives, elle transforme la manière aussi dont on fait de la recherche, puisque les questions qu'on va pouvoir faire ou auxquelles on va pouvoir s'intéresser ou vont dépendre des données qu'on collecte et donc de la volonté et de l'acceptation des participants à rentrer dans ces dispositifs. Et donc, on est un peu contraint en tant que chercheur par la manière dont les participants vont collecter ces données. Dans une certaine mesure, par exemple, dans le suivi des insectes pollinisateurs que j'ai présenté, les observateurs, les participants sont libres d'aller où ils veulent pour collecter les données. C'est le protocole qui est cadré, mais pas la manière dont il est distribué, le plan d'échantillonnage. Et donc, les questions qu'on se pose à partir de ces bases de données dépendent de l'endroit où vont collecter les données. Et dans une certaine mesure, si on se pose des questions qui sont trop décalées par rapport à l'intérêt que portent les participants, ils arrêtent de participer et ils changent. Donc, il y a un jeu entre la participation et le chercheur qui se met en place et qui fait que la recherche est un peu modifiée. Alors, c'était une longue digression par rapport à votre question. C'est cette façon de faire de la recherche, on dit plutôt une recherche inductive, c'est-à-dire que c'est une recherche qui est induite par les données ou par les dispositifs, plutôt qu'une recherche déductive, hypothético-déductive, où le chercheur pose une question, collecte des données et répond. Et cette forme de recherche est souvent sous-estimée par mes collègues qui sont un peu déroutés par cette façon de faire. L'autre enjeu, c'est qui est plus inconscient ou moins c'est le partage en fait du pouvoir et du savoir du savoir et donc du pouvoir qui découle de la maîtrise du savoir entre la recherche et le public. Le participant va apprendre énormément et va maîtriser aussi ses savoirs et devenir va gagner en pouvoir par rapport à ça. Alors c'est quelque chose on m'a questionné, mais si finalement les participants sont capables de faire de la recherche, à quoi ça sert de continuer à financer la recherche publique? Donc il y a une espèce de fantasme comme ça, de concurrence entre la recherche et puis le fait que cette recherche puisse s'appuyer sur des non-chercheurs ou des non-scientifiques dans la participation. Et elle se retrouve aussi entre, je disais, les communautés. On a une forme sur, à nouveau, les insectes pollinisateurs. Ce sont
des personnes qui sont complètement néophytes, nouvelles dans le champ de l'entomologie. Elles n'y connaissent rien avant de participer et elles deviennent assez vite des experts de ces insectes. Elles sont capables de reconnaître ces espèces, de valider les identifications des uns des autres et se substituent à l'expertise naturaliste. Et du coup, ce sont les naturalistes qui viennent critiquer ces dispositifs de production de connaissances par des néo-naturalistes, en quelque sorte, qui se forment et se pratiquent. Donc on retrouve aussi ce conflit de légitimité entre différentes communautés. Voilà, je vous ai fait une longue réponse, mais c'est très, très, très intéressant comme sujet. Merci beaucoup. J'ai une question peut-être pour Maria et Romain. Depuis le début des programmes des sciences participatives, avez-vous vu des évolutions dans l'engouement de la population? Oui, en Suède, on peut voir que participer dans les sciences participatives seront plus et plus, ça augmente chaque jour, chaque année qu'on fait lancer des différents expériments des grandes échelles. Donc, oui, il y a une grande demande et maintenant, au début, on a vraiment demandé aux chercheurs de travailler avec nous, mais maintenant, c'est plutôt les chercheurs qui viennent nous demander s'il y a des projets, si on peut faire des collaborations. Donc, on peut voir aussi que dans le cadre des chercheurs, ils connaissent plus en plus sur les séances participatives. Je ferai un petit peu la même réponse que Maria, avec peut-être l'impression aussi que les participants sont de plus en plus exigeants sur le sens et la confiance qu'ils mettent dans le projet. Et on a souvent des retours sur est-ce que vous êtes sûr que ce projet va bien servir à la recherche et n'est pas là pour me faire apprendre ceci, cela, ou changer de comportement. Et donc, il y a un niveau d'exigence qui est peut-être plus important aujourd'hui qu'il n'était au début des sciences participatives sur la qualité scientifique et l'ambition du projet. Je pense qu'un programme qui viserait à recenser les nids d'hirondelles ou quelque chose de très simple comme ça peinerait aujourd'hui à recruter, alors que des programmes, comme je l'ai montré sur les hérissons, qui demandent beaucoup d'instrumentalisation, qui sont très standardisés, donc qui sont vraiment là pour évaluer de manière très rigoureuse la présence des hérissons, et reçoit beaucoup plus d'engouement. Donc j'ai l'impression qu'il y a une montée de l'exigence aussi de qualité de ces programmes de sciences participatives au fur et à mesure. Pour reparler un petit peu de la mission Hérisson, j'ai une question. Grâce à la mission Hérisson, peut-on voir si la population de hérissons est en danger ou non? Alors c'est bien l'objectif de voir son évolution numérique. Pour l'instant, on n'a pas le recul puisqu'il a commencé il y a quelques mois. Et il y a d'autres questions aussi, c'est comment se distribuent les hérissons entre les banlieues, les jardins de banlieue et puis la campagne, à quel point c'est devenu une espèce de banlieue, de périphérie des villes, d'espaces verts urbains, et comment ils se distribuent en campagne. Et puis il y a toute une question aussi sur la durée, la saison du hérisson. C'est-à-dire quand est-ce qu'il commence son activité en février-mars, et puis jusqu'à quand il est actif en octobre-novembre, et donc est-ce qu'il est capable est-ce que sa période d'activité varie en fonction du climat, et puis en fonction à nouveau de la ville, est-ce qu'elle lui procure un effet d'augmenter sa période d'activité. Donc il y a différentes questions comme ça qui peuvent être traitées en plus d'avoir un suivi à long terme sur les populations. Merci beaucoup. Nous allons répondre encore à 2 questions et ensuite on a une autre activité à vous proposer. Donc, il y a une question pour Olivier. Y a-t-il des entreprises associées au Haut Conseil pour le climat?
Et y a-t-il des pratiques de lobbying de certaines entreprises vis-à-vis de certains membres du Haut Conseil pour le climat? Non, il n'y a pas d'entreprise associée. Au sein du Haut Conseil pour le climat, il y a 13 personnes qui sont toutes des scientifiques de renom, des chercheurs sur le climat. Il y a des économistes aussi. Et la loi précise très exactement que le Conseil pour le climat ne peut recevoir d'instructions ni de personnes privées ni de personnes publiques. Donc, il n'y a pas d'entreprise présente. À ma connaissance, il n'y a pas eu de tentative de lobby. Alors, nous, oui, on reçoit. Alors, c'est une forme de lobby, hein. Effectivement, il y a des entreprises ou des secteurs qui se rapprochent de nous pour nous envoyer de la documentation, pour nous dire, regardez, nous, on fait, je sais pas, du chauffage par des pompes à chaleur ou par le gaz, etc., où ça pollue moins. Mais voilà, enfin, voilà, ça fait partie des mouvements d'influence comme on a partout dans la société. Je pense que on le perçoit très clairement, mais il n'y a pas de, je ne crois pas qu'il y ait de lobby caché auprès du HCC. Merci beaucoup. Donc, on va répondre. On a une dernière question qui porte sur les jeunes. Donc, vous avez évoqué les jeunes qui s'engagent et qui manifestent. Ah ben là, elle a disparu mon écran. Donc, je suis désolée. Elle est où? Je crois qu'elle a été considérée comme résolue, la question. Ton micro, Emmanuel. Vous avez évoqué les jeunes qui s'engagent et qui manifestent beaucoup en Suède. Quel impact peuvent espérer ces jeunes qui manifestent leur mécontentement? Y a-t-il des études face à ce phénomène? Alors, peut-être Olivier, Maria ou Éline? S'agissant de la Suède, peut-être que Maria va pouvoir répondre. Je dois dire que je ne suis pas au courant s'il y a des études qui est en train pour le moment, mais c'est une étude qu'on doit faire parce que on a eu beaucoup de manifestations dans tout le monde, donc je crois qu'il y a peut-être, mais peut-être je peux le reprendre après ce réunion. D'autres panélistes souhaitent répondre à cette question? Moi, je peux juste dire que je ne connais pas non plus s'il y a des études à ce sujet, non. Ouais, mais oui, ça devait être quelque chose qu'on devait faire, oui. Absolument. Donc, je peux ajouter, je sais seulement qu'il y avait une étude par un Italien, un professeur qui s'appelle Massimo Bucchi, qui a fait une étude sur la science communication, la communication scientifique, sur la génération de Greta. Je peux vous envoyer plus tard le lien pour cela, mais s'il a fait une étude pourtant de la science participative, je ne sais pas. Mais ça, c'est la seule étude que je connais. Merci. D'autres réactions? Non. Bien, écoutez, on va passer. Merci beaucoup à tous et toutes. Et donc, pour les quelques minutes qui nous restent, nous avons préparé quelques questions, donc des questions au public pour vous sur les sciences participatives. Vous allez les voir apparaître sur votre écran et ce sera alors à vous de jouer. C'est parti. Quelle tranche d'âge est la plus représentée dans les programmes de sciences participatives? 20-40 ans, 40-60 ans, 60-80 ans. Non, mais que je me la réponds.
vous avez la réponse. Non, il y a 69%. Donc, la tranche d'âge la plus impliquée dans les programmes de sciences participatives est la tranche 40-60 ans. Vous avez des réactions? C'est en tout cas ce qu'on observe en France. Parfait. On va peut-être passer à l'autre question. Combien d'études scientifiques sur le changement climatique se basent sur des données issues des sciences participatives? Un tiers, 50% ou bien les 2 tiers? Vous avez été 100% à répondre un tiers. Eh bien non, c'est 2 tiers. Des commentaires des panélistes? Alors, ce chiffre de 2 tiers, il est vrai pour les études qui regardent les conséquences du réchauffement climatique sur la biodiversité par rapport à des recherches qui se font dans des stations expérimentales ou dans des suivis par des professionnels et celles qui s'appuient sur des données issues de ces comptages biodiversité. Et effectivement, quand on, sur ces études scientifiques de recherche sur les conséquences du réchauffement climatique sur la biodiversité, c'est au niveau mondial 2 tiers qui s'appuient sur des données produites par des participants. Troisième question. Combien de programmes de sciences participatives sur la biodiversité existent-ils en France? 50, 200 ou 500? C'est à vous. Il manque une musique de fond stressante. Donc, vous avez été 82% à répondre 200. C'est très bien, puisque c'est la bonne réponse. Bravo. Nous allons passer à la question suivante. Combien de personnes ont participé à des projets de sciences participatives coordonnés par VA depuis 2009? 15 000, 30 000, 60 000 ou bien 100 000? Encore quelques secondes. Le suspense est entier. Ah, vous avez été 73% à dire que 60 000 personnes avaient participé. Eh bien, c'était la bonne réponse. La dernière question. Lequel des sujets suivants n'est pas l'objectif d'un projet de sciences participatives mené en Suède? Alors, tester les conditions climatiques à l'intérieur des salles de classe, examiner la crédibilité des fils d'actualité des jeunes, trouver les canons du navire du Vasa, découvrir les altérations génomiques des cellules cancéreuses. C'est à vous de jouer. Quelques secondes encore. Ah, eh bien, vous avez été 75% à répondre que n'était pas un projet de sciences participatives le fait de trouver les canons du navire du Vasa. Eh bien, c'est faux, puisque en fait, il fallait répondre
à la question 4, c'était la question 4, à savoir découvrir les altérations génomiques des cellules cancéreuses. Ça, ce n'est pas un programme de sciences participatives. Mais quand même, 25% de participants ont répondu de la bonne manière. Donc, bravo. Alors, les questions sont finies. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on essaiera de coupler ça à de la musique mystérieuse ou de suspense. Je voudrais adresser tous nos remerciements à nos intervenantes et intervenants et aux participants en ligne. J'espère que cet événement sur les sciences participatives vous a donné envie de vous investir dans un programme ou même d'en lancer un, pourquoi pas. Et si vous souhaitez en savoir plus, nous allons mettre prochainement à disposition des liens vers les plateformes mentionnées ce soir et bien d'autres encore. Vous allez tout de suite à la fin de ce webinaire pouvoir répondre à un petit questionnaire de satisfaction pour nous aider à améliorer nos événements en ligne. Et bien sûr, nous vous invitons à notre prochain événement digital qui sera notre remue-ménage sur l'alimentation locale et durable qui se tiendra le lundi 7 décembre à 18 h. Et nous aurons le plaisir de retrouver Béatrix Wechter-Azanius, qui est professeure en horticulture à l'Université agricole de Suède et qui nous parlera de la sécurité alimentaire et nutritive et sa contribution par le jardinage urbain. Nous aurons également avec nous Sébastien Boudet, qui est artisan boulanger à Stockholm, qui parlera circuit court et alimentation responsable, et Gilles Fumet, qui est professeur de géographie de l'alimentation à la Sorbonne et qui vient de publier Feu sur le breakfast, une étude sur le petit déjeuner dans les pays européens. Encore merci à toutes et tous et à très bientôt.